Voilà, bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître, quel plaisir de vous retrouver après un mois d'absence, un long mois. Je pense aussi que pour nos chers auditeurs, ça doit être très long de ne pas vous entendre depuis un mois. Oui, Vous avez dû certainement leur manquer et je pense qu'il faut faire une réclamation. Oui. Il faut demander un rythme plus soutenu. Je pense que toutes les 3 semaines au moins, parce que nous n'allons pas survivre à des épisodes si distants. Bon. Donc bonjour à tous. Oui. L'actualité est vraiment prégnante là, donc. Mais il y a ce que René Guénon appelait une accélération, une concentration de l'espace et une accélération du temps. Oui. Donc nous devons suivre. Hein. Si nous étions au XIIe siècle, nous pourrions nous contenter d'une émission tous les 2 mois. mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et non, ça devient difficile. Oui. Voilà. Alors, c'est l'émission de Noël. Oui, ah bah c'est vrai, oui. Oui. Voilà. La prochaine émission sera l'émission des bons vœux. Voilà. En janvier, donc. Mais là, nous sommes sur l'émission de décembre, l'émission des fêtes. Une émission, une période marquée par la frénésie. Oui. Parce que tout simplement les jours déclinent, deviennent de plus en plus courts et les gens ont peur que ça continue comme ça jusqu'à la nuit noire éternelle. Oui, oui. C'est vrai, oui. Mais heureusement, on espère dans Noël et qui coïncide comme par hasard avec la naissance du Christ. Voilà, très bien. C'est dire à quel point notre perspective est une perspective à la fois de déclin et de pessimisme, et en même temps une perspective qui repose sur le renouveau constant. Voilà, et sur l'espoir. Oui, ben il faut. Voilà. Il faut garder l'espoir, oui, je pense que. Nous avons toutes les raisons de le garder. Et alors, peut-être pour l'émission de Noël, pourrions-nous prendre un petit peu de recul et posément faire le point sur une question qui me travaille depuis quelques semaines. L'autre jour, j'étais à Paris, je sortais d'une audience et je pensais à une chose. C'est à tous ces gens qui ont la chance, parce que je le vois comme une chance, de ne pas avoir été piqués à, disons, la science juridique. Voilà. Tous ces gens qui ont la chance d'être... La chance, et parfois ça tourne à leur point de vue pour un malheur, de ne pas avoir mis les pieds dans une faculté de droit, de ne pas avoir été mordu à cette discipline. Hein, je pense aux historiens, aux mathématiciens, aux physiciens, aux littéraires, aux philosophes. J'ai toujours été marqué à quel point les philosophes renvoyaient, eux qui cherchent à tout comprendre, ils me renvoyaient toujours l'image de gens qui frapperaient à une paroi de verre pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté du droit. Et les philosophes sont dans l'incapacité de faire le pas, à la fois de comprendre qu'est-ce que le droit, qui sont les juristes, et en même temps, quel est l'esprit juridique. Ça m'a toujours frappé. Il y a une paroi. Bon. Et cette paroi, si elle est présente pour les philosophes, elle est présente pour tout le monde.
Et je parle des historiens, des intellectuels, mais que dire encore des artisans qui ont la chance immense, le bonheur de pouvoir se réaliser dans des actions concrètes. Enfin, il y a quelque chose de religieux dans le travail manuel. Oui. Toutes ces activités extraordinaires, il faut savoir que le juriste en est privé. Voilà. C'est une calamité. Alors, il y a aussi une passion, mais je comparerais la passion du juriste pour sa matière à la passion que peut ressentir malgré lui le drogué pour sa dose. Ça devient un besoin qui relève de la pathologie. Vous voyez, la passion pour le droit. C'est-à-dire que quand vous êtes piqué à cette discipline, si vous ne cultivez pas le raisonnement juridique et le travail du droit, vous pouvez vous sentir mal psychologiquement. Alors, il peut y avoir, oui. Alors, peut-être existe-t-il des cures de désintoxication et des séances de psychiatrie qui peuvent vous aider à sortir. Mais tout ça pour dire à quel point, comme juriste, hein, et pardonnez-moi, mais j'ai la prétention d'être un juriste qui est allé un peu plus loin que les autres juristes, hein, j'entends. Je dis pas que j'ai atteint le Graal, hein, mais je crois que j'ai pu quand même, et je continue toujours, hein, d'avancer assez loin, je veux dire, dans la tentative de comprendre, j'allais dire, ce qui nous arrive. Parce que quand vraiment on fait du droit et qu'on s'interroge sur le droit et sur nos sociétés, quand on prend conscience du rôle que jouent les juristes et le droit dans nos sociétés, si on regarde les choses historiquement, c'est un phénomène. C'est un phénomène très particulier. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein, dans toutes les sociétés, vous avez des gens qui sont, disons, marginalisés. Si vous voulez, dans les sociétés primitives, vous avez, c'est bien connu, le chaman. Hein, le chaman qui justement a un contact avec l'autre monde et qui fait le lien. Bon, dans toutes les sociétés, vous avez des castes de prêtres. Bon, mais les juristes constituent dans notre civilisation gréco-romaine. Et là, il y a déjà une difficulté parce que peut-être y a-t-il des raisons de dire judéo-gréco-romaine. Oui. Les juristes constituent une caste et une espèce de scribe particulière. Vous voyez, on n'a pas l'équivalent en Chine, je crois, hein, ni en Inde. Ben, ça, c'était tous les travaux. Vous savez, je n'invente pas le fil à couper le beurre, ni l'eau chaude. Pardonnez-moi ces expressions un peu familières, mais comme c'est Noël, on est dans une ambiance plus familiale. Bon. L'interrogation sur nous-mêmes, l'interrogation de l'occidental sur lui-même, elle remonte à loin. Elle commence vraiment, dirais-je, au cœur du Moyen-Âge. C'est-à-dire, dès le XIIe siècle, vous avez, ou XIIIe, vous avez le pape Innocent III ou Innocent IV, je sais plus, qui commence à poser des hypothèses. Vous voyez, à dire, mais d'où vient ce système de juridiction qui est Rome, par exemple. Rome, hein, la puissance romaine catholique avec ses tribunaux. Parce que Rome s'est d'abord imposé à l'Europe par ses tribunaux. C'est comme ça parce que le pape est le juge, hein, le pape vicaire du Christ, hein, est le juge. Donc il y a une dimension extrême, non seulement mystique, morale, spirituelle, mais également juridique, hein, dans la civilisation chrétienne. Bon. Et donc le pape s'interroge sur l'origine du pouvoir, l'origine de la juridiction. Et il fait différentes hypothèses. Il dit ça vient peut-être au début du pouvoir du père dans la tribu, ou bien peut-être est-ce une origine divine, etc. Vous voyez, bon. Et pour faire un saut rapide à travers les siècles et les générations qui devraient passer par Montesquieu, etc. Quand on arrive à, par exemple, Max Weber, oui,
Max Weber qui fait la synthèse de tous les travaux érudits du 19e siècle et du début du 20e siècle, et notamment allemands, parce que les Allemands étaient quand même en pointe dans la recherche et la réflexion, eh bien, il constate que le droit, avec ses tribunaux, avec ses avocats, avec ses contentieux, avec ses difficultés, avec cette législation, avec ces parlements qui font des lois, tout ce que nous vivons dans notre chair, et quand je dis dans notre chair, je pense aux Gilets jaunes, par exemple, qui l'ont vraiment vécu dans leur chair, ce système juridique, eh bien, il dit c'est une particularité occidentale. Voilà. Il cherche, il regarde, il dit en Inde, on n'a pas ça, en Amérique latine, les Incas, non, c'est différent, l'Égypte ancienne, c'est différent, bon, voilà. Alors, il s'intéresse évidemment de très près au judaïsme, et il s'intéresse également à l'islam. Et puis, Max Weber, je donne l'exemple de Max Weber, mais en fait, c'est toute l'université occidentale qui est dans la recherche, mais de manière spécialisée et très compartimentée. Mais on s'interroge sur le taoïsme, sur bref. Et puis il y a tout le phénomène de l'anthropologie où là, on voit très bien que dans le monde primitif, il n'y a pas ça. Bon, alors il y a cette attitude d'ailleurs des peuples extra-européens de rejet vis-à-vis de nos systèmes. On appelle ça parfois d'ailleurs le colonialisme. Je pense qu'on peut l'englober dedans. Mais il y a par exemple une crainte devant le procès. On évite le procès. Par exemple, en Asie, il est bien connu qu'on évite d'aller étaler nos affaires devant le juge. Il y a quelque chose qui passe pas. Bon. Mais ce que je veux noter, c'est à quel point c'est également un rejet de la part de tous les Occidentaux qui n'ont pas fait de droit. Voilà. C'est à ça que je voulais en venir. Vous voyez ? D'accord. Il y a une incompréhension foncière du citoyen européen non juriste vis-à-vis de ce monde, notamment ce monde de la robe, quoi. Et qui est perçu, enfin, moi je fais partie de ce monde de la robe, puisque je suis avocat. Mais j'essaie de comprendre. Vous voyez, par exemple, je comprends très bien que certains puissent imaginer que ce n'est qu'un monde de francs-maçons, par exemple. Vous voyez ? Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a chez les juristes, notamment les avocats et les magistrats, une propension au cérémonial, puisqu'il y a des procédures, il faut se lever, etc. Il y a une mise en scène. Bon, une liturgie. Une liturgie, vous l'avez bien dit. Exactement, c'est le mot, une liturgie. Les ornements liturgiques et une... Oui, qui frappe, qui fait penser à la messe. Et la comparaison entre le procès et la messe, elle remonte à l'Antiquité. Donc il y a ça, et puis le caractère mystérieux du vocabulaire employé, qui est magique au sens où les mots sont efficaces. Il y avait ce trait déjà chez les Romains, dans la procédure romaine, et nous l'avons conservé, nous y sommes toujours. Si vous n'employez pas le terme adéquat, eh ben cela n'opère pas. Voilà. Et un avocat qui se trompe de terme perd le procès. Vous voyez ? Alors déjà, il y a tout ce vocabulaire. Et je ne parle même pas de ce qu'il y a de caché dans le vocabulaire, ou derrière le vocabulaire, ou dans un espace métaphysique insondable, qui sont les concepts juridiques. Vous voyez, ça c'est encore autre chose. Et de manière plus ou moins approfondie, les juristes sont censés accéder à la compréhension de ces concepts abstraits. Voilà. Et c'est ça qui constitue leur expérience fondamentale, qui est plus ou moins approfondie d'une personne à l'autre. Et ça se traduit, tout ça, dans une sorte de laisser-aller et de flou artistique par une certaine robotisation des esprits.
c'est indéniable. Qu'il y a quelque chose de terrifiant. Voilà. Oui, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport un petit peu avec la médecine? Parce que il y a aussi en médecine ce retour vers un langage qui n'est pas transparent pour le patient, pour le tout venant. Il y avait aussi un habillement, un habit spécial des médecins. On ne sait pas bien pourquoi. Encore maintenant, on voit un habit spécial des médecins. On les voit maintenant en blouse blanche, le col ouvert, le stéto autour du cou. C'est une sorte de liturgie aussi pour que. Est-ce que c'est pour être loin du public ou est-ce que c'est pour pouvoir parler à sa caste interne, quoi? Alors, il se trouve que il y a deux, j'ose pas les appeler les étudiants, parce que dans mes séminaires, il y a une forme d'égalitarisme un peu, mais il y a deux personnes qui participent à mes séminaires depuis plusieurs années, qui sont de jeunes médecins. Et ils sont intéressés justement par ces analogies. Et ça m'intéresse aussi, moi, de savoir. Il y a énormément d'analogies, c'est vrai. Et dans le passé, le vêtement était exactement le même. C'est le vêtement des ecclésiastiques, en fait. Hein. C'est la robe noire. Voilà. C'est la grande robe noire, la robe de l'avocat, du prêtre et du médecin sont les mêmes. C'est le vêtement de l'étudiant, sachant que les trois premières facultés médiévales qui constituent l'université sont la faculté de médecine, la faculté de théologie et la faculté de droit. Oui. Et dans les méthodes, il y a des choses similaires, y compris dans l'organisation de l'université. La méthode pédagogique, la méthode des cas, par exemple, le fait de travailler sur une casuistique, ce qui a été beaucoup mieux conservé d'ailleurs par les médecins. Le fait de l'enseignement aussi par une certaine pratique, ce dont les juristes se sont éloignés, mais que les médecins avaient conservé parce qu'il paraît que justement ça se perd. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup d'intérêt à faire la comparaison. Le côté également savant en lien avec l'Antiquité, avec un savoir antique, hein, c'est-à-dire l'idée également, c'est vrai, d'une renaissance du savoir disparu, ce qui se produit au XIIe siècle, hein, au XIe, XIIe siècle, c'est ça. C'est une première renaissance qui va redoubler constamment. On a le Quattrocento, et puis ensuite on a la grande renaissance du XVIe siècle. Donc, effectivement, et d'ailleurs avec cette idée que rien ne tient aux dons ou aux qualités personnelles de l'agent. C'est-à-dire que le médecin n'est pas censé être plus doué qu'un autre médecin. Hein, c'est une science. Et de même pour l'avocat, par exemple. Hein. Y a une mise en veilleuse de toutes les qualités personnelles. Et de toute idée j'allais dire, d'élection. C'est-à-dire tout le monde a passé son grade, tout le monde a passé les mêmes épreuves, les mêmes examens, et c'est ça qui, de manière absolument artificielle et très formelle, constitue l'égalité. Tout le monde est au même. Vous voyez, il y a plus du tout de. J'insiste sur ces points-là parce que on n'est pas dans le côté chamanique précisément. Vous voyez, je crois que dans les sociétés primitives, le chaman concentre toutes les opérations juridiques, médicales et religieuses. D'ailleurs, enfin bon, j'ai en mémoire de récentes lectures sur les tribus africaines primitives. Si vous tombez malade, c'est forcément que quelqu'un vous a jeté un sort, et par conséquent, quand vous allez voir le sorcier, c'est dans une perspective quasiment de procès. Vous voyez ? Il n'y a pas de distinction entre le conflit de voisinage et la maladie.
on est dans la même perspective. Donc, ces comparaisons sont effectivement intéressantes. Sauf peut-être une chose particulière pour le droit et pour le juriste, c'est que le droit, la législation en particulier, les avocats, les juges et les policiers qui appliquent les ordres de l'administration commandent tout notre comportement. Oui. Ils nous disent, ils peuvent même aller pour quelconque raison, alors en l'occurrence c'était des raisons médicales, nous dire si on a le droit de sortir de chez nous, où est-ce qu'on a le droit de passer, de pas passer, est-ce qu'on doit rouler à droite ou à gauche, combien est-ce qu'il faut payer pour ça, etc. Vous voyez, qui est le père et qui est la mère, qui est le parent 1, qui est le parent 2, enfin, nous sommes les jouets d'un système qui se présente d'ailleurs comme de plus en plus objectif, désincarné et impersonnel. Je peux quand même vous dire que les avocats, les magistrats, les professeurs de droit, les étudiants en droit, les juristes en général, à mon avis, sont quand même bien les derniers à pouvoir être tenus pour responsables de la mise en place et de l'organisation de cette machinerie que nous prenons en arrivant dans les études, on la prend telle quelle et on la laisse telle quelle à notre... Vous voyez, c'est le mystère de l'histoire du droit que de savoir d'où est-ce que ça provient et comment est-ce que ça a été bâti et monté. Oui, ça. Donc il y a un côté irresponsable. Ça c'est caractéristique. Quand il vous arrive un malheur juridique, plus personne n'est responsable. Surtout pas l'avocat, mais moins encore le magistrat. Ah ben non, bien sûr, oui. Qui ne fait qu'appliquer la loi. Oui, c'est la loi qui est mal faite. Oui. Vous ne verrez jamais un magistrat assumer personnellement une décision, c'est inconcevable, ça ne tiendrait pas debout. Voilà, enfin, je voulais faire part un peu de ces idées, et étant donné que moi j'ai toujours été frappé par cette parole du prophète, alors je ne sais pas si c'est Isaïe ou plutôt Jérémie, qui dit maudit soit le jour où ma mère m'a mis au monde. Je ne sais pas si vous voyez. Alors c'est peut-être Jérémie, mais c'est parce que c'est l'idée maudit soit le jour où j'ai mis les pieds dans une faculté de droit. Voilà. J'ai une certaine nostalgie de l'époque où je m'intéressais à l'histoire et où j'avais des projets d'idées politiques, une certaine innocence. Oui. Voilà. Il y a dans la compréhension, dans l'apprentissage du droit, une certaine sortie de l'innocence. Voilà. Et qui ne conduit pas au bonheur. Ah bon? Non. Mais vu de l'extérieur, ça paraît tout de même être une sorte de forteresse dans laquelle le kidam ne peut pas rentrer. Il est bloqué à l'extérieur, il reste sujet de droit, mais pas acteur du tout. À quoi est-ce que ça tient? Est-ce que c'est un phénomène judéo-gréco-chrétien ou est-ce que... J'ai déjà dit, ça avait marqué les auditeurs, il y a tout de même un jeu de la part de beaucoup de juristes qui consiste effectivement à tenir éloigné celui qu'ils appellent le profane. Voilà. J'ai déjà raconté que quand j'ai commencé à donner des consultations juridiques, je me souviens, c'était à l'université, dans le cadre d'une association. Nous étions bénévoles, c'était des consultations juridiques gratuites. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez illégal dans cette pratique, parce que normalement, seul l'avocat est habilité à donner des consultations juridiques. Bon, en tout cas, on donnait des consultations juridiques. Et le premier conseil que nous donnait celui qui n'était notre aîné que de 1 ou 2 ans, c'était, quand le problème nous dépasse, de sortir 2-3 mots compliqués, de façon à ce que le consultant se tienne à carreau, quoi. Vous voyez ? Bon,
Et je pense que on en est malheureusement, on en est là. Mais c'est pareil. Moi, quand je tombe sur un médecin généraliste ou spécialiste qui commence à essayer de me faire comprendre ce qui m'arrive, moi, ça me dépasse et ça me fatigue. Hein. Ça m'intéresse pas en fait. Vous voyez? Bon, donc il y a un monde qui n'est pas moins opaque pour le magistrat et pour l'avocat quand même. Hein. Oui. Il faut quand même le dire. Alors, l'avocat ou le magistrat se meuvent à l'intérieur de ce monde avec une relative dextérité. C'est variable d'un magistrat et d'un avocat ou d'un professeur de droit à l'autre. Mais personne ne peut prétendre, jamais personne ne pourra prétendre dominer la discipline. C'est pas possible. Voilà. Et donc, encore une fois, il y a, c'est vrai, parfois, il peut y avoir un jeu, ou alors ça se traduit par un agacement. Combien de fois est-ce que j'ai vu des magistrats s'agacer? Alors, est-ce qu'ils sont bêtes ou est-ce qu'ils font exprès? Mais ils font mine de ne pas comprendre que le kidam, ce qu'ils appellent le profane, ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est incompréhensible. Et bien des fois, alors peut-être est-ce mon rôle d'avocat, mais j'ai dû remettre à leur place, en fait, les magistrats, pour leur rappeler qu'ils parlaient un charabia pour mon client. Et qu'ils faisaient preuve de très peu de pédagogie. Je pense que allez, 95% des délinquants, à l'audition de leur condamnation, ne comprennent pas ce qui va leur arriver. Oui, oui, oui. On va leur parler de 6 mois avec sursis, et puis 6 mois ferme avec aménagement provisoire, etc., etc. La plupart des magistrats disent votre avocat vous expliquera. Oui. Et d'ailleurs, dans bien des cas, la condamnation est inexplicable. Je veux dire par là que elle pèse sur la décision du magistrat quantité d'aléas. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des possibilités qui sont diverses et variées, et il faudrait faire le tour de tout un chapitre ou de tout un titre du Code de procédure pénale, et l'avocat lui-même est incapable d'avoir en tête tous les détails possibles. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas quand même une caste, si vous voulez, qui maîtrise parfaitement. Elle est elle-même victime de cet engrenage. D'accord. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il arrive à des avocats, des magistrats ou des juristes de se retrouver de l'autre côté de la barrière. Ça m'est arrivé. Ça nous arrive tous les jours. Hein. Et on n'est pas tellement mieux lotis, enfin un petit peu, parce que on arrive encore à comprendre ce qui se passe. Oui, c'est ça, oui. Tout de même. Mais de même il y a des gens qui s'attaquent à leur dossier, s'intéressent, essaient de se documenter, s'y mettent, etc. Alors ceux-là, en général, sont très pénibles pour l'avocat. Oui, oui, ça je crois, oui. Oui, parce que il n'est pas toujours évident enfin, il y a une sorte de vision pratico-pratique de la discipline qui n'est pas encore au bon niveau. Voilà. Donc voilà, il y a une frontière là, encore une fois, une frontière assez nette entre ces deux mondes. Voilà. Et les non-occidentaux subissent ce qu'ils perçoivent comme une agression, mais c'est le cas aussi de toute une partie des Occidentaux. Et ça, c'est un leitmotiv dans toute l'histoire occidentale. Hein. On trouve par exemple chez François Hautement, qui était un juriste du XVIe siècle. La plupart des juristes français au XVIe siècle sont restés célèbres. C'est peut-être dû à l'imprimerie, parce que d'un seul coup, tous les intellectuels ont laissé des œuvres écrites, alors que à l'époque des manuscrits, c'était beaucoup plus difficile pour les professeurs d'université ou pour les savants de laisser des traces. Parce que comme par magie, dès lors que l'imprimerie se diffuse, on voit sortir les grands savants juristes occidentaux comme des champignons. Bon. Et en France en particulier, il y en a beaucoup. Bon. La plupart
entre dans le mouvement réformateur. Bon, mais je pense que la réforme a commencé par un engouement généralisé, un peu comme la Révolution française. Je crois que tous les catholiques étaient d'accord que il fallait. De toute façon, la réforme de l'Église catholique, c'est une constante. Hein. Elle a toujours été dans une perspective de réforme continuelle. Hein. C'est pas nouveau. Bon, donc il y a ce grand réformateur, lui qui avait embrassé donc le protestantisme. Je crois qu'il était calviniste, mais j'ai un doute quand même. Hotman. H-O-T-M-A-N. Bien. Et il avait écrit un ouvrage qui était une charge, mais de manière assez traditionnelle, contre l'enseignement du droit, contre le droit et contre les juristes. Voilà. Une sorte de malédiction romaine. Voilà. Et c'est un thème important parce que il y a cette idée d'une innocence, d'un bonheur, d'une générosité, des peuples celtes, germaniques, avant l'invasion romaine. Ça, c'est une idée qui, je pense, remonte avant et date d'avant le XVIe siècle, déjà. Hein. Il y avait un autre auteur qui s'était intéressé à cette histoire, c'est Tocqueville. Tocqueville s'était intéressé au phénomène de la diffusion de la science juridique. Quand on dit la diffusion de la science juridique, c'est-à-dire que débarquent chez vous des avocats, des notaires, des huissiers, des greffiers, des magistrats, enfin tout un peuple robin, quoi. Ce qu'on a appelé la noblesse de robe, contrairement à la noblesse d'épée. Bon. Et alors, ce qui est frappant aussi, c'est que en Allemagne, dès la fin du XVIIIe siècle, mais de manière vraiment accrue au XIXe siècle, ça s'est développé, cette idée. Et d'ailleurs, cette idée s'est développée chez les juristes, c'est-à-dire chez des gens qui étaient formés à la science du droit romain. Et il y a une volonté de revenir à la civilisation germanique. Vous voyez, ça passe par le célèbre Grimm. On connaît tous les contes de Grimm. Eh bien, c'était un juriste, un très bon élève de Savigny, qui est l'un des plus grands juristes allemands et européens, hein, très grand connaisseur donc du droit romain et de l'histoire du droit. Et il avait deux grands disciples fidèles qui étaient les deux frères Grimm. Bon, eh bien, c'est la volonté de retrouver le folklore, c'est-à-dire de retrouver les mœurs pures, non contaminées par l'esprit juridique romain. D'accord. Vous voyez ? Et ça d'ailleurs, ça permet de renouer le fil, y compris avec les Français, des juristes comme La Fontaine, parce que récemment, Contre-Culture republie les fables de La Fontaine. Je viens de les recevoir. Voilà, un ouvrage magnifique. Un ouvrage magnifique. Hein. Absolument, oui, oui. Alors, voilà. Vraiment à recommander. Oui, on a comme cadeau de Noël. Voilà. Mais d'ailleurs, ce sont des fables qui ont forgé nos personnalités. Enfin, moi, je sais que je suis toujours entre la malédiction de la fable de la cigale et de la fourmi, d'un côté, où évidemment, j'ai peur d'être dans le rôle de la cigale, vous imaginez bien, et le lièvre et la tortue, où là, je me verrais plutôt dans le rôle de la tortue. Oui, oui. Vous voyez, mais à quel point ce sont des choses qui sont importantes. Hein. Oui, il y a un côté même spirituel. Bon, et chez La Fontaine, il y a cette idée déjà, hein, parce que c'est un rattachement à nos racines antiques toujours. Hein, parce que si notre civilisation est déconnectée, ses racines sont dans l'Antiquité, vous comprenez ? Bon, et puis on a aussi les contes de Perrault. Les contes de Perrault qui sont dans cette ligne. Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au XIXe siècle, sur la fin du XIXe siècle, les historiens allemands vont, dans l'histoire du droit romain, repérer une évolution que d'aucuns, alors pas seulement les Allemands, mais aussi chez les Français, vont mettre sur le compte de la judaïsation, le judaïsme, et même du christianisme. Vous voyez ?
Donc ça explique ensuite ce qui va nourrir, entre autres choses, parce que le mouvement national-socialiste est, si j'ose employer ce terme, riche de bien des courants. Hein, on a vraiment beaucoup de choses dans l'Allemagne de l'époque. On a du communisme, du socialisme, on a de l'anarchie, on a de l'athéisme, on a du catholicisme, du protestantisme, du judaïsme. On a de tout. Bon, mais il y a une branche chez les juristes qui considère que le droit romain lui-même, c'est-à-dire en fait les Romains eux-mêmes, ont été christianisés. Et en étant christianisés, ils ont été judaïsés, ce qui d'ailleurs forme deux thèses différentes. Hein, parce qu'on peut considérer le christianisme justement comme une défense et une réaction contre le judaïsme. Hein, c'est la fameuse opposition entre Ancien Testament et Nouveau Testament. Et ça s'est traduit justement par le caractère asséchant, desséchant, oppressant du droit, tel qu'il a évolué avec l'époque de l'Empire. Enfin, tout ça, ce sont des chantiers et des thèmes de recherche où vous avez des disputes, évidemment, vous imaginez bien. Mais je lisais ces questions récemment chez Chapoutot, qui travaille de manière un peu, je pense, un peu trop réductrice sur ces questions, et il s'intéressait à cette idée chez les Germains que le droit, le système juridique occidental aurait un côté judaïsant, hein, et que donc, par antisémitisme, on pourrait y compris rejeter le système juridique. Alors, c'est pas l'idée centrale ni chez Hitler, ni chez les nationaux-socialistes, mais voyez comment ça peut s'intégrer, ces questions-là peuvent s'intégrer à nos réflexions. Oui, oui, oui. Mais ce qui nous marque un petit peu à l'heure actuelle, c'est tout de même une avancée, enfin une avancée en force du droit, enfin le Quidam est soumis de plus en plus au droit. Il suffit de voir les contrats d'assurance, il suffit de n'importe quel contrat fait 50 pages en PDF. Tout ça, ça nous vient bien sûr des États-Unis, enfin, ou des Anglais. Est-ce qu'on va rester dans ce système-là, ou est-ce on peut en sortir? Bah, écoutez, c'est le thème du jour. Alors, le phénomène américain, il est que il y a une plus grande proportion d'avocats aux États-Unis que partout ailleurs. Donc là, c'est la culture juridique, si j'ose dire, ou la science juridique, ou le savoir juridique, qui s'est diffusé de manière accrue. Bon, donc ça ne vient pas, le phénomène tel quel ne vient pas des États-Unis, puisque précisément, c'est un phénomène dont l'Occident est porteur depuis la basse antiquité, enfin je dirais même depuis avant l'époque chrétienne. Bon, donc la question d'en sortir est très délicate, dans la mesure où ce n'est pas un à côté de l'histoire occidentale, mais moi je considère que c'est le cœur de l'épopée occidentale. C'est ce qui constitue l'un des traits particuliers de l'Occident. C'est aussi ce que pensait Max Weber. C'est ça qui va caractériser l'Occident. Il y a un côté, il faut surtout pas le désolidariser de la religion d'ailleurs. Ça, c'est comme ça qu'on nous masque les choses, c'est en séparant le droit et la religion. Et d'ailleurs, pendant que vous posiez votre question, ça m'évoquait un autre aspect, c'est que l'Église catholique, parce que je vous parlais de l'Allemagne, et notamment de l'Allemagne, de l'État allemand et du national-socialisme. Mais la première institution touchée par une sorte à la fois de révolte anti-juridique et de multiplication de la paperasserie et de la bureaucratie que vous dénoncez, c'est l'Église catholique. Et de manière accrue, exacerbée, avec la réforme grégorienne. C'est un moment j'allais même dire, de grande souffrance, où
il y a un besoin de mystique, mais ce besoin de mystique et de spiritualité est appelé par un renouveau de l'institution qui coïncide avec une renaissance des études juridiques et une redécouverte des textes romains. Vous voyez, 11e, 12e siècle. Et il y a dans l'Église, et enfin disons plus largement l'Église au sens large, c'est-à-dire dans le christianisme, il y a un rejet et un dénigrement du droit. Et c'est un trait caractéristique fondamental de Vatican II. Vatican II a voulu justement étouffer, et chez certains extrémistes, évacuer complètement l'aspect institutionnel, l'aspect hiérarchique, l'aspect juridique de l'Église catholique. Alors même que chez quelqu'un comme Maurras, par exemple, c'est précisément le trait qui lui faisait se dire catholique. Vous voyez ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de spiritualité chez Maurras, qu'il n'y avait pas de mystique chez Maurras, mais ce qu'il aimait dans, ce qu'il admirait, ce qui l'intéressait, disons, dans l'Église catholique, c'était l'organisation politique et juridique. Et de même, dans la monarchie, c'était le côté juridique plus structuré et plus fort. Parce qu'il y a dans la monarchie un système, disons, qui est plus en phase avec la religion catholique, c'est indéniable. Vous voyez. Donc, il y a quelque chose comme une schise, comme on dirait une schise, une coupure chez l'occidental. Et quand je me souviens de cours que je suivais en droit canonique, il semblerait que dans la réforme grégorienne, le moteur ait été, et d'ailleurs je dis pas il semblerait parce que quand j'ai travaillé pour écrire la controverse de Ravenne, j'ai travaillé particulièrement sur les textes de Pierre Damien, et c'est frappant, il y a un désir de mystique et d'authenticité, de spiritualité. Mais c'est un désir qui est porté par des gens qui sont de grands juristes. Et paradoxalement, ça se traduit, alors peut-être par un renouveau de l'authenticité, mais ça se traduit surtout par une revigoration du caractère juridique des institutions. Et quelque part, regardez, c'est un peu le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, avec l'Église catholique. Vatican II voulait mettre moins de hiérarchie, et ça s'est traduit par une offensive hiérarchique violente contre Monseigneur Lefebvre. Donc, vous voyez, c'est un paradoxe frappant. Oui, oui. On vit l'organisation de l'armée italienne maintenant. C'est des chefs, des chefs, des chefs, que des chefs. Oui. Oui, c'est comme une armée mexicaine aussi, oui, dit-on. Oui, 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 oui. Enfin voilà, nos méditations de Noël. Quelques points particuliers sur l'actualité. On voulait vous interroger sur la situation de Vincent Renoir. Qu'est-ce que... Oui, alors, Vincent Renoir, il faut dire qu'il y a deux dimensions. D'abord, il y a des dimensions, disons, nationales. Alors, il y a les infractions pour lesquelles il a été condamné en France. Hein? Bien. Alors, je ne connais pas son dossier. Hein, et je me garderai de me prononcer en fonction de ce que j'ai lu dans la presse. Mais a priori, il ne s'agit que d'infractions en droit de la presse, précisément. Hein? Bon, ça c'est une chose. Ensuite, il y a possiblement, dit-on, des infractions pour lesquelles il pourrait être poursuivi en Angleterre, ou disons au Royaume-Uni, parce qu'ensuite il a été en Écosse, des histoires de fausses identités, des choses comme ça, qui à mon avis, ce sont des broutilles. Bon. Et puis, plus compliqué, il y a le fait que, visiblement, parce que on est dans des procédures qui ne sont pas publiques.
hein, avec des enquêtes qui relèvent même du secret de l'enquête ou de l'instruction, que sais-je. Mais il y a les autorités françaises ont demandé aux autorités anglaises donc de l'arrêter et elles auraient demandé son extradition. Hein. Voilà. Donc, d'après ce que j'ai entendu, il est entre de bonnes mains, hein, avec justement assisté par des avocats anglais, enfin en l'occurrence un avocat écossais. Et j'ai vu dans la presse l'avis donné par un pénaliste d'Édimbourg qui disait que, à son avis, l'extradition était pas possible. Voilà. Sinon, ce que je peux faire, c'est, s'il m'entend, lui témoigner toute ma sympathie, tout mon soutien. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer et avec laquelle j'ai le bonheur de correspondre épisodiquement. Je ne connais pas de gens de meilleures pattes, de gens plus gentils et honnêtes et que Vincent Renoir. Moralement, c'est un modèle. Voilà. Comme chacun sait, c'est un mathématicien, hein, qui n'est sans doute pas mauvais en mathématiques, si j'ai bien compris. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique, qui défend politiquement et économiquement la solution nationale-socialiste, et qui, en outre, et c'est pas la moindre de ses occupations, est historien révisionniste. Et comme chacun sait, il a été disciple de Robert Faurisson. Qui était un de vos clients. Qui était un de mes clients, et je peux dire que c'était un client particulier, parce que c'était le professeur Faurisson, et que avec les magistrats, avec les avocats, avec les journalistes, avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis, il n'était jamais que professeur. Voilà. Et que quand on dit que Vincent Renoir a été disciple de Robert Faurisson, c'est la discipline au sens étymologique de l'instrument de punition. Hein. C'était un professeur sévère. Voilà. Exigeant, mais avec des qualités de pédagogue incontestables. Vraiment quelque chose de particulier. Hein. C'est... Ouais. Bah, vous l'avez connu également. Ben oui, on a eu le plaisir de l'interroger plusieurs fois avec vous et de voir tous ses disciples. C'était à la 17e, je pense. Ouais. C'est l'endroit où il faisait cours à la fin de sa vie. Oui. C'est ça, mais il était particulièrement intéressant. Et je me souviens également d'un long exposé qu'il a fait je sais pas, un anniversaire de Rivarol, ah oui. et particulièrement intéressant et bien documenté. Et bon, c'était. Oui, c'est une conférence qui a été publiée dans les Écrits de Paris. Il y a un numéro spécial des Écrits de Paris qui contient cette conférence. Ouais. Oui, j'avais eu le plaisir de l'enregistrer. Oui. Écoutez, en tout cas, il est certain que si Renoir s'était trouvé en Allemagne, son cas aurait été beaucoup plus compliqué. Oui. Parce que les juridictions allemandes sont d'une sévérité intraitable, hein, avec les révisionnistes, hein, sans pitié. Je me souviens que Monseigneur Williamson avait eu des problèmes à cause de propos qu'il avait tenus devant des journalistes allemands. Oui. Je crois d'ailleurs qu'il ne retourne jamais en Allemagne à cause de ça. Bah, c'est risqué, voilà. Il met plus le pied en Allemagne. Voilà. De ces problèmes. Voilà. Terre, disons, principalement protestante. Donc, on est quasiment dans une guerre de religion, hein, avec ces questions-là. Oui. Ah bah là, oui. C'est assez terrible. Mais vous voyez, je parlais des rapports entre le droit et la réalité. On est vraiment au cœur de tout cela avec Nuremberg.
oui, oui. C'est ça qui frappe aussi les gens, hein. C'est de voir comment on a envahi le monde de la guerre et des rapports entre les nations avec un certain système juridique, hein. C'est quand même incroyable quand même de voir Göring sur le banc des accusés. Enfin, c'est quelque chose. C'est un spectacle qui est une fin en soi d'ailleurs, hein. Nuremberg, c'est ça. C'est Göring assis sur le banc des accusés. Voilà. Comme Landru ou Jacques Léventreur. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien. Non, mais sur Renoir, je peux difficilement vous aider plus. Pour en savoir. Je crois que ces jours-ci, les choses... Il a une audience qui est tardive, hein, malheureusement. Je crois que c'est en février, quelque chose comme ça, j'ai entendu dire. Bon, mais bon... a priori, je veux dire, il faut se rassurer, rassurer les gens, hein. Enfin, Renoir est quelqu'un de solide. Il est moralement très solide. Ben, il le faut parce que... Non, mais il avait raconté son épreuve de prisonnier en France, hein. Voilà, il est resté 1 an en prison. Et j'étais là le jour où il en a parlé. Nous avions fait une vidéo, il en a parlé à ma demande. Ah bon, oui. Voilà, c'est moi qui suis le réalisateur de cette séquence. D'accord. Et il racontait d'abord que en tant que savant emprisonné pour ses écrits, il était respecté de tous. Oui. Hein. En tant que persécuté par certaines associations, il était d'autant mieux considéré par ses voisins de cellules qui, dans leur majorité, étaient donc musulmans. Oui. Et que sachant écrire et bien écrire, hein, il était un peu l'écrivain public. Oui, ça. L'écrivain public, parce que si vous voulez, en prison, si vous savez lire et écrire, oui. Il y a 2 livres qu'il vaut mieux avoir. Il y a un livre qu'il est bon d'avoir avec vous, c'est le Code de procédure pénale. Oui, il est difficile de se le procurer. Hein, Ah bon? En prison, oui. Ah bon? Ah ça, je l'ignorais. Mais je pense que vous pouvez avoir votre Code de procédure pénale personnel quand même. Oui, non, mais il faut l'acheter. Donc. Bon, mais si vous l'avez déjà ou vous le faites envoyer, et là vous devenez quelqu'un de très important. Ah oui, parce qu'il y a des choses qui... Oui. Voilà. Et donc c'était un peu son rôle. Et d'ailleurs, il avait raconté qu'il s'était spécialisé dans le courrier du cœur pour les gens du voyage. Ah bon, oui. Oui, c'est comme ça, c'est une niche, hein, il en est de toutes sortes. Et donc, au début, il écrivait les réponses pour les délinquants, les prisonniers gitans. Il écrivait les réponses pour les épouses. Et à la fin, les gitans lui donnaient directement le courrier sans l'ouvrir. Et il lui disait, non, mais ne me dis même pas ce qu'il y a dedans, tu l'ouvres, tu réponds. Voilà, on est vraiment, c'est du Cyrano de Bergerac, hein. C'est fantastique. Il expliquait aussi comment, lorsqu'il y avait certains plats avec du porc, pour lui c'était la fête. Parce qu'en fait, tout l'étage lui laissait le plat, voilà. Non, mais bon, écoutez, c'est évidemment, je dis ça, c'est pas pour être trop positif, mais il est certain que le sort qui est réservé à des gens qui sont des penseurs et qui ne font de mal, qui ne feraient pas de mal à une mouche, parce que vraiment Vincent Renoir, c'est le cas de la bonne pâte, quoi. Jamais je n'imagine la moindre méchanceté chez cet homme. Voilà, et c'est absolument dramatique et insupportable de voir que quelqu'un comme lui est obligé de se cacher, il est obligé de fuir et qui se retrouve emprisonné. Voilà. Et j'espère que son sort est pas trop. Alors je crois que l'adresse circule de l'endroit où l'on peut lui écrire. Alors il est vraiment recommandé vivement de lui écrire, parce qu'un prisonnier qui reçoit beaucoup de courriers est tout de suite considéré comme quelqu'un d'important par l'administration et par les gardiens. Ça, c'est très important. Voilà.
Donc le message est le suivant, écrivez en masse à Vincent Renoir. C'est ce qu'on peut faire de mieux pour l'instant. Voilà. Parce que faire pression sur les autorités françaises, ça ne sert à rien, ça va les réjouir. Hein, voilà. Elles vont s'en réjouir. Oui, donc de toute façon, aucun effet. Voilà. Et puis pour le reste, je dirais Poutine, vite. Voilà. Peut-être d'autres prochains. Peut-être, nous verrons, nous espérons quelque chose, nous prions. Et donc rendez-vous début janvier pour notre mensuel. Parfait. Merci. Mais c'est moi, Monsieur Buffet. Bonne journée. Merci à tous. À vous aussi. Joyeux Noël.